Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode des podcasts My NutriCoach. Chaque mois, nous nous retrouvons pour parler d'un sujet lié à la nutrition et à la santé et nous partageons avec vous des conseils et astuces que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Dans ce premier épisode, nous abordons le thème de l'alimentation du sportif. Pour en parler et en tirer des enseignements, nous recevons Thierry Schmitt, président d'Action Vitale et spécialiste des changements de comportement, santé et nutrition des sportifs. Bonjour Thierry. Bonjour Mohamed. Pour commencer, peux-tu résumer en une phrase ta philosophie sur la nutrition et l'être humain en général? Oui, en fait, l'usage des marqueurs biologiques et l'accompagnement des sportifs m'a permis de percevoir que la vie est née il y a 3,5 milliards d'années et que nous sommes le résultat d'une recherche et développement, ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne retient que ce que la vie a sélectionné pour se construire. Et ça, c'est important. Il faut faire très attention sur les raccourcis. Nous, chaque fois, les marqueurs sont là pour nous dire attention, regardez comment la vie s'est construite et on retient les règles essentielles de la vie. Si on ne retient pas ça, on passe certainement à côté de beaucoup de bonnes directions. Aujourd'hui, si l'on considère un sportif urbain, on sait qu'il va commencer par adopter un certain nombre de comportements qui peuvent parfois être toxiques et qui sont liés à la profusion d'informations. Alors Thierry, quel est le b.a.-ba de l'alimentation? Tu as raison, il y a une multiplicité d'informations, il y a des régimes alimentaires de toutes sortes. On parle des régimes cétogènes, des régimes végans, des régimes végétaliens, végétariens, flexitariens. Et c'est vrai que notre première analyse a été de se dire de quoi on est constitué. Et à ce jeu-là, on sait qu'on est constitué d'eau, essentiellement en termes de poids. On est plutôt à 80% d'eau et on meurt à 55% d'eau. La mort serait peut-être synonyme de déshydratation lente. Mais là, on s'aperçoit bien que c'est un peu limitant, qu'il faut aller dans les réactions chimiques. On est un système de réactions chimiques, et dans ces réactions chimiques, on sait qu'on est constitué en millimoles, et là, l'eau représente 99% de notre constitution. C'est énorme. Donc c'est vrai, quand on entend ça, on se dit waouh, on est constitué d'eau, les réactions chimiques, elles se font surtout à partir de l'eau. Quels sont les deuxièmes composés? Et les composés, c'est pas les lipides, c'est pas les acides aminés, les protéines, c'est pas les glucides, c'est les minéraux et oligo-éléments qu'on appelle électrolytes. Et donc on est constitué de 99,6% d'eau et d'électrolytes. Et là on peut se dire, ben, si je suis constitué de ça, j'ai certainement une usure de ces données-là. Quelle doit être mon alimentation? Eh bien, elle doit m'apporter de l'eau et des électrolytes. Et le meilleur aliment là-dessus, bah, c'est le végétal, fruits et légumes. Et donc, la première prise en compte, c'est de dire, je dois avoir une alimentation végétale à 80%. Alors, pour les sportifs, je conseille 80%. Pour monsieur tout le monde, il faut peut-être commencer à 70%. On vient peut-être de loin. Et ça va permettre de reconstituer notre eau et nos électrolytes. Voilà. Ça, c'est vraiment la plus grande priorité et la meilleure approche de l'alimentation. Autre sujet important dans l'alimentation du sportif, le rapport au sucre et aux glucides. Souvent, quand on se met au sport, on surconsomme des pâtes pour avoir de l'énergie car on a l'habitude d'entendre qu'il faut manger du sucre et des glucides pour pouvoir faire une bonne séance. Qu'en penses-tu, toi qui as coaché des sportifs de haut niveau? Alors déjà, c'est vrai que le sport est une superbe école et une super mise à l'épreuve de nos compréhensions. Parce qu'en fait, ça va être applicable également pour la santé de tous les jours, hein. C'est ça qui est intéressant. Le fait de pousser le corps à l'extrême permet de valider les choix et les compréhensions que l'on a. Pour le sucre, c'est vrai, la pasta party, elle est bien connue, hein, soit pour les cyclistes, la veille de l'épreuve. C'est malheureusement un raccourci trop important. Ce qui est important, c'est qu'il faut qu'on voit le sucre, pourquoi il est utilisé en priorité par le corps. C'est une notion extrêmement intéressante, et là, les marqueurs nous aident. Tu as parlé des AGE, qui s'appellent les AGE, les produits terminaux de glycation, en anglais c'est Advanced Glycation End Product. C'est le résultat d'une glycation de protéines, c'est-à-dire c'est une toxicité que l'on analyse, et qui est le résultat d'un excès de sucre. Un excès de sucre conduit à une caramélisation et une destruction des protéines. Tiens, c'est un sucre qui est pas si bon que ça en fait. Il a une toxicité. Et là, ça apparaît quand je dépasse les capacités de gestion du corps. La deuxième notion, c'est qu'on a souvent mis en avant que le sucre était intéressant, mais il fallait des sucres complexes. Et là, il était moins nocif.
Ah, c'est aussi un raccourci parce que c'est plutôt pour les diabétiques. Pour les diabétiques, on leur dit attention, il ne faut surtout pas des sucres rapides. Et à ce jeu-là, on va prendre des sucres complexes. Mais on ne tient pas compte d'un autre paramètre qui est la charge glycémique et qui fait que je peux excéder mes capacités de sucre également. Mais ce que l'on sait aussi, c'est que ce sucre, pourquoi il est utilisé par le corps en priorité? C'est parce qu'en fait, il représente une toxicité. Parce qu'en fait, je ne le stocke pas, le sucre, dans le corps. J'ai un jour de stockage de sucre, de glycogène, pour les besoins que je développe habituellement. Le reste est transformé en gras. Est-ce que le corps va s'embêter à transformer en gras quelque chose qui est si bon? Pour ensuite utiliser le gras et le transformer là, sans le passer par le glycogène, pour l'amener en énergie. Là, on est en droit de se poser la question. Le sucre n'est pas le composé à privilégier. Il est important, mais dans des quantités limitées, plutôt un sucre simple, comme les fruits, mais surtout pas sur des masses importantes. Sinon, le corps l'enregistre comme une toxicité. D'ailleurs, ça crée un problème, parce que sur le sport, on voit bien que lorsque le sucre est utilisé, en priorité, très rapidement, les hyperglycémies sont conduites d'hypoglycémie. C'est pas une gestion, quoi. On fait pas du stop and go. C'est pas bon. Le corps aime bien les choses qui soient bien gérées. Donc voilà, j'insiste, le sucre, on peut en consommer par rapport aux besoins qu'on a. Les fruits nous apportent suffisamment dans ce jeu-là. On peut prendre quelque chose simple comme le quinoa, le riz, mais comme les Indiens, dans une quantité mesurée. Mais peut-être pas un risotto ni une spaghetti bolognaise, je pense que ce serait malvenu. Voilà. Merci Thierry. Donc le message à retenir, c'est que le corps utilise le sucre en priorité parce qu'il peut être toxique. Tu parlais également du gras. À partir des années 80, il y a eu cette phobie du gras avec le développement des produits sans matière grasse qui est désormais remise en question par de nombreuses études. Peux-tu nous en dire plus? Notamment comment faire la différence entre le bon et le mauvais gras, et plus précisément pour les sportifs. Oui, alors déjà je pense que ce qu'on sous-estime, c'est qu'on est vraiment des êtres extrêmement économiques en termes d'optimisation de notre alimentation. On a besoin de peu de choses. Les gens n'ont pas compris que lorsque je fais 1 heure d'effort, je vais consommer à peu près 800 kilocalories qui vont se répartir entre les lipides et les glucides. Si on s'entraîne et on ne mange pas du sucre avant l'effort, pour qu'il ne soit pas utilisé en priorité et qu'il ne vienne pas modifier la balance d'utilisation, en général, j'utilise à peu près 30% de glucides, si je suis bien entraîné, et 70% de lipides. Vous voyez bien que sur à peu près 1000, allez, on va arrondir 1000 kilocalories en effort intense, je vais consommer 300 kilocalories, c'est une banane. C'est-à-dire que si je fais 1 heure de sport intense, j'ai juste une consommation d'une banane. Donc, vous voyez bien, c'est pas grand-chose. On peut le résumer avec ce conseil que tu as souvent donné lors de conférences. La nature nous offre ce dont on a besoin pour vivre. Et donc, tout ce qu'on consomme en plus, on le paye en point de santé ou de vie. Peux-tu nous en dire plus car c'est vraiment primordial. Ouais, je trouve que ce qui est intéressant d'un point de vue philosophique, c'est que la nature nous offre ce dont on a besoin pour vivre. Elle nous offre une variété qu'on a perdue. Et là, c'est certainement un souci. Puisque sur la dernière course des Raramuri avec les athlètes l'année dernière, ce sont des Apaches qui sont réfugiés au nord du Mexique, qui sont réputés invincibles. Et en fait, quand j'avais étudié leur alimentation, j'étais effrayé. Ils n'avaient pas d'abondance. Par contre, ils avaient une variété végétale de 330 espèces. Et là, on est en droit de se poser la question, nous, à Paris, comment on fait pour trouver une variété végétale sur l'année de ce type? Les gens, ils vous mangent des carottes, des pommes de terre, un peu de salade, peut-être y mettre du persil de temps en temps, et alors là, on atteint le bout du bout. Donc oui, on a un réel problème de variété. Mais ce qui est important, c'est que la nature nous offre cette capacité à être en santé. Nous avons perdu, de par un manque de transfert d'informations et de connaissances de nos grands-parents, arrière-grands-parents, de cette nature qui nous entoure et qui nous oblige aujourd'hui à acheter notre alimentation. Mais à ce jeu-là, on a perdu énormément de compréhension et de variété. Et souvent, ce sont des petites choses, des petits éléments qui sont là capables de nous apporter ces éléments qui pourraient nous aider à avoir le bon équilibre.
Et c'est vrai que j'aime bien l'histoire, une philosophie, comme la nature nous offre ce qu'on a besoin pour vivre, à partir du moment où j'emprunte à la nature plus que ce que je n'ai besoin, elle risque de m'en écarter plus rapidement. Et c'est un peu ce qu'on voit aujourd'hui. On a de la surconsommation et on se plaint de ne pas avoir suffisamment de denrées alimentaires. Dans l'exemple que j'ai voulu donner juste avant, Mohamed, c'était vraiment de dire, regardez, vous mangez le matin une banane ou deux bananes, vous mettez d'autres fruits, vos calories en sucre, vous les avez très 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 rapidement. Vous pouvez aller à l'effort sans ça. Moi, je m'occupe des apports caloriques de mes athlètes lorsqu'on dépasse 4 heures d'effort. Donc en fait, les apports glucidiques juste avant l'effort, c'est parce que j'en ai des besoins, parce que je vais faire des efforts de 10, 15 heures, 20 heures, 25 heures, et donc je suis obligé de prévoir des apports réduits et avoir régulièrement quelque chose pour anticiper demain. Mais pour monsieur tout le monde, il n'y en a pas besoin. Et surtout pas. Le sucre, c'est certainement le carburant, oui, pour le cœur, pour le cerveau, mais surtout pour les efforts violents que j'ai à faire. Mais j'en ai assez. Regardez, j'ai 2800 kilocalories disponibles en sucre dans mon corps. Quand je vous dis que vous allez consommer 200 kilocalories pour une heure, il y a de la marge. J'en ai 2000. Donc c'est ça qu'il faut avoir à l'esprit. Et après, c'est l'entraînement. Si j'entraîne mon corps à utiliser les aliments que je dispose, si je lui amène pas de sucre, il va chercher ce qu'il a besoin. C'est pas un souci, il va transformer. Et c'est là ce qui est intéressant. Penser que notre corps est capable de faire plein de choses. C'est ce qu'on appelle l'adaptation. Donc on s'entraîne pour passer de 5 km à 6 km, à 7 km de running et ainsi de suite régulièrement. Et bien on entraîne son corps à faire avec les moyens du bord. Et au début, bah oui, vous commencez à faire des efforts, vous avez l'impression d'avoir faim, mais c'est pas grave. Vous mangerez après, le corps reconstitue, puis très rapidement, il sait faire, il apprend. C'est ça l'adaptation. Et donc il y a un entraînement aussi sur l'alimentation pour le sportif. Thierry, peux-tu maintenant évoquer notre rapport à l'alimentation, mais aussi le rôle de la mastication et l'importance de la matrice alimentaire des aliments? Certains privilégient les aliments naturels, tandis que d'autres consomment des produits ultra transformés. Quel rapport doit-on avoir avec cette alimentation hyper transformée? Ça, c'est vraiment un des points essentiels. Il faut toujours se méfier quand l'homme commence à dire je conçois un aliment spécifique pour le sport et il ne respecte pas une matrice brute. Ce que j'ai compris aujourd'hui, c'est que sur l'alimentation transformée, il y a en fait, on recolle des aliments, des éléments d'un aliment les uns aux autres. Et c'est complètement différent que quand tous les éléments, les composés d'un aliment sont complètement imbriqués. Quand vous mangez une pastèque, tout est imbriqué. Quand vous mangez une banane, tout est imbriqué dedans. Vous avez des vitamines, vous avez de l'eau, vous avez des acides aminés, vous avez de l'amidon. Il y a tous ces éléments qui font qu'au final, il y a une quintessence dans l'assimilation. Tout est présent pour bien l'assimiler. Et en plus, je dois mastiquer, c'est-à-dire l'aliment, il est brut. Quand vous prenez une carotte, si vous la faites pas trop cuire ou vous la mangez crue, faut y aller avec les dents, hein, elle se laisse pas faire, hein, et je dois mastiquer. Tout ça, ça a du sens. Tout ça, ça a du sens. Et l'ultra-transformation, on prend des éléments, on dit je vais prendre un acide aminé par là, je vais prendre de la fibre, je vais prendre un sirop de glucose, un sirop de fructose. Et là, on a aussi un travers, c'est la rentabilité. C'est qu'on comprend qu'un aliment se vend au poids. Et quel est l'aliment le moins cher? Une fois de plus, le sucre, il est là. Et tous les dérivés du sucre. Donc forcément, on va retrouver beaucoup d'eau, des systèmes qui vont retenir de l'eau pour avoir du poids, et des systèmes qui vont avoir beaucoup de sucre. Et des sucres avec des indices glycémiques un peu trop élevés. Mais en plus, ces aliments vont souvent être mous, et de ce fait, je vais bien moins mastiquer. En fait, ces aliments, alors c'est vrai qu'un dessin serait bien à voir parce que c'est beaucoup plus explicite. Et en fait, la première conséquence de ces aliments ultra transformés, c'est comme on fait du chewing-gum et qu'il y a du sucre présent en bouche et que les éléments sont hautement disponibles, j'ai moins de mastication. Donc, ces éléments sans mastication fait que je salive pas. Or, la salive, c'est une production d'enzymes qui vont m'aider à digérer et à mieux assimiler. Bon, donc il est important de bien mâcher. Là, c'est déjà une opposition.
Ensuite, c'est des sucres disponibles qui n'ont pas besoin d'être transformés. Si vous mettez du sirop de glucose, c'est coupé. Un saccharose, il faut le couper, il faut couper le fructose, et ça, c'est les enzymes qui le font. Mais quand c'est disponible en bouche, vous êtes ouvert, c'est un buffet ouvert au grand monde. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel à avoir à l'esprit. C'est que quand on parle de microbiote, le vrai problème d'un microbiote, c'est la partie buccale. Si vous mangez des aliments ultra transformés, c'est disponible totalement en bouche. Et toutes les bactéries aérobies peuvent se nourrir dans le buffet que vous présentez. Elles vont se développer, produire des toxines. C'est inflammatoire, ça va attaquer vos dents, ça va attaquer vos gencives, ça va générer des saignements. Je pense que les parodonties, on commence à en entendre parler. Et alors là, c'est des entrées directes, si vous saignez, des entrées directes de ces toxines et de ces bactéries dans le sang. Et auprès de tous les organes les plus fragiles. Les yeux, les oreilles, le cerveau et le cœur, il n'est pas loin. Et ça génère un stress oxydatif, une inflammation. Et là, voilà, vous accélérez votre vieillissement. Voilà, donc ce que je veux mettre en alerte, c'est les aliments ultra transformés ont une composition qui ne respecte pas les informations de la nature, d'accord? Ou comme un curcuma, on dit oui, la curcumine c'est le principe actif, et les gens pensent qu'il faut manger que de la curcumine. Non, dans le curcuma, il y a d'autres éléments qui permettent certainement une meilleure assimilation. Et d'ailleurs, la curcumine, si elle était seule et on la prend seule, il y a eu des accidents, elle peut être toxique. Donc il faut faire très attention à ça. La nature est bien faite, il faut respecter la nature. Mais le problème, l'aliment ultra transformé pose un problème sur la qualité de la bouche, et c'est un réel problème. La deuxième chose, c'est qu'on met des sucres de manière massive. Et là, c'est un souci, parce qu'on a tendance à expliquer aux gens qu'il faut des sucres complexes. Waouh, moi je crois pas à la complexité, parce que moi, l'homme aime bien la simplicité en fait. D'ailleurs, nous, on se comporte en allant au plus vite, au plus simple. Et pour l'aliment, je crois que c'est pareil. Il aime les choses simples et pas compliquées. Et si c'est trop compliqué, ça veut dire quoi? Ça va pas être assimilé suffisamment à l'intestin grêle, ça va aller dans le côlon, ça va fermenter, et vous allez développer des bactéries qui n'ont pas lieu d'être dans le côlon. Et vous allez faire aussi du gras. Parce que si je mange du sucre, au-delà de mes capacités, c'est mon foie qui fabrique du gras. Mais sinon, c'est les bactéries qui vont faire du mauvais gras inflammatoire. Et je vais rentrer du gras avec des macrophages. Et c'est pas bon. Ensuite, très simple à comprendre. En général, on dit que le sucre est toxique. Mais regardez comme la vie est bien faite. Vous prenez un fruit. Vous avez du sucre. Mais vous avez également des antioxydants naturels, des polyphénols, de la vitamine C présente. Et ça va avoir un intérêt pour le foie et pour le pancréas, parce que notre corps fabrique des messagers à partir de l'oxygène qui sont des radicaux libres et qui neutralisent par des antioxydants endogènes ou de l'alimentation. Regardez dans un fruit, vous avez la toxicité du sucre, mais vous avez son antidote présent. Si vous mangez des pâtes, vous avez le sucre massif et l'antidote, vous l'avez où? Ah ben il n'est pas. Pour vous tous qui nous écoutez et qui vous intéressez justement à une alimentation saine orientée vers la santé, qui pratiquez un sport, nous allons maintenant vous proposer quelques éléments à retenir de cet échange passionné avec Thierry et quelques quick wins. Je le rappelle, le principe de ce podcast, c'est de vous proposer des conseils qui peuvent être immédiatement mis en pratique et qui peuvent avoir un impact très rapide sur votre santé. Commençons par l'hydratation, qui est l'un des sujets les plus importants. Exactement. Donc, en fait, ce qui est important, c'est que vous ayez une eau de boisson régulière. Cette eau de boisson, vous l'avez vu, c'est certainement l'alimentation avec 1 kilo de fruits et légumes que vous mangez par jour, et vous avez 1 litre d'eau. Mais ce qu'il faut commencer la journée par un verre d'eau de 25 centilitres. Il est important ce verre parce que si vous l'oubliez, vous ne le rattraperez pas dans la journée. C'est hyper important. Donc, commencez la journée avec un verre d'eau. Exactement. Et faiblement minéralisé, parce que les minéraux qui sont en bouteille sont très peu assimilables, parce qu'ils ne sont pas chélatés, c'est pas le but d'aujourd'hui de développer cette notion-là, mais faiblement minéralisé. Ou, alors, c'est vrai, j'aime bien aussi, moi, l'eau filtrée, parce que je pense que c'est aussi un geste écologique qu'il faut avoir. Nous devons apprendre à consommer notre eau qui nous est au robinet et arrêter de produire du plastique et de faire circuler du plastique sur les routes qui génèrent du CO2. Donc ça, c'est vraiment important. Et il faut qu'au bout de la matinée, vous ayez bu 1 litre.
c'est essentiel. Et plus vous vieillissez, et plus il faut que vous le fassiez, parce que plus vous vieillissez, plus votre rapport à la soif est problématique, puisque vous n'avez plus de problème de soif par la suite. Les personnes âgées de 70-80 ans ont un réel problème de perception de la soif, et de ce fait, ils ne boivent plus. Donc c'est vraiment une contrainte, et s'astreindre à boire 1 litre d'eau. Et ce d'autant plus que souvent les boissons qui suivent sont soit du café, soit du thé, ça peut être aussi un peu d'alcool à midi, un verre de vin rouge, ce genre de choses, ou une bière. Et ces boissons sont diurétiques. C'est-à-dire que vous allez perdre le double de ce que vous avez consommé. Un café, vous perdez 2 fois la tasse de café en eau. Et ça veut dire que vous perdez de l'hydratation. Donc j'insiste, buvez de l'eau régulièrement, sachant que vos boissons qui suivent sont souvent déshydratantes et devraient être compensées. Voilà, ça c'est pour l'eau, c'est essentiel. Commencez par la journée par 25 centilitres et boire 1 litre à la fin de la matinée. Deuxième quick win, Thierry. Deuxième, manger végétal à plus de 70%. J'ai dit 80%, c'est pour les sportifs, pour être dans la performance, pour être vraiment au top. Vous commencez à faire un chemin à 70% de végétal, variez. Achetez chaque fois ce que vous n'avez pas acheté la dernière fois. C'est essentiel. Et ça veut dire des produits non emballés, des produits bruts. Et enfin, pour finir, dernier quick win. Pour les apports glucidiques, oui, très important, il faut limiter les sucres complexes. C'est une fausse compréhension. Allez vers les sucres simples qui sont dans les lentilles, le quinoa, le sarrasin, les fruits, hein, bien entendu. Ayez toujours cet esprit d'assiette indienne ou assiette libanaise, qui sont des assiettes très variées, et les sucres sont toujours en petites parties. Le riz est une partie importante de la cuisine indienne, mais ça ne représente même pas un quart. D'accord, c'est souvent un petit volume, ça va être un sixième, un septième, le riz. Donc voilà, ça c'est des points essentiels. Et évitez d'avoir ces plats de pâtes ou de risotto, ou alors de manière exceptionnelle, quoi. Voilà, mais c'est souvent plus toxique que vous ne le pensez. Merci Thierry. As-tu un dernier conseil à nous donner pour conclure ce podcast? Oui, je voudrais souligner le fait que l'eau est importante pour ce qu'elle emmène et pas pour ce qu'elle amène. Si vous n'avez pas d'eau, vous ne pouvez pas éliminer les déchets que vous avez produits. Et c'est d'autant plus important en sport que pour la santé de tous les jours. Voilà, ce sera ma conclusion. Merci encore pour votre écoute. Merci Thierry pour tes conseils et pour avoir partagé avec nous ton expérience et ton expertise. Merci à tous ceux qui nous écoutent et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de My NutriCoach, le podcast qui vous donne des conseils de nutrition que vous ne trouverez nulle part ailleurs.